Bonjour et bienvenue sur plantesaquatiques.org. Dans cette vidéo, nous allons parler des plantes oxygénantes submergées, c'est-à-dire des plantes aquatiques qui vivent entre le fond du bassin et la surface de l'eau. À première vue, elles peuvent sembler les plus insignifiantes, presque invisibles, mais en réalité, elles jouent un rôle essentiel pour garder l'eau propre, claire et bien oxygénée, tout en contribuant à l'équilibre naturel du bassin. Nous verrons ensemble quelles sont les espèces les plus utilisées dans les bassins et nous les examinerons plus en détail. Nous verrons aussi comment les planter et comment les protéger d'éventuels poissons. Bonne vidéo! Les plantes oxygénantes submergées sont essentielles pour l'équilibre du bassin car elles ont une croissance vraiment très rapide, ce qui leur permet de concurrencer efficacement les algues. Bien sûr, elles ne sont pas les seules plantes indispensables pour créer l'équilibre dans un bassin, mais dans cette vidéo, nous allons justement parler d'elles. Lorsqu'on a un bassin, il se crée une sorte de compétition pour l'absorption des nutriments, comme le phosphate et l'azote, une véritable concurrence entre les plantes aquatiques et les algues. Les plantes oxygénantes, grâce à leur croissance extrêmement rapide, sont les premières à freiner le développement des algues. Ici, vous pouvez voir les différentes espèces de plantes submergées disponibles sur notre site plantesaquatiques.org. Voyons maintenant brièvement les caractéristiques de chacune d'elles. Commençons tout de suite par dire que ces plantes se divisent principalement en deux catégories, les plantes submergées enracinées et celles qui flottent librement. Les enracinées sont des plantes qui forment de vraies racines et doivent donc être plantées comme n'importe quelle autre plante. Dans cette catégorie, on trouve également l'Egeria densa, l'Elodea canadensis, le Myriophyllum spicatum ainsi que la Vallisneria gigantea. Ensuite, il y a l'autre catégorie qui regroupe les plantes oxygénantes libres, c'est-à-dire des plantes qu'on met dans l'eau et qui ne développent pas de vraies racines. Ici, par exemple, vous pouvez voir le Ceratophyllum demersum. Et une autre espèce de ce type est l'Utricularia vulgaris. Parmi ces plantes, il y en a certaines qui sont indigènes, donc originaires de notre région, et qu'on peut aussi trouver naturellement en Europe. C'est le cas, par exemple, du Myriophyllum spicatum, du Ceratophyllum demersum et de l'Utricularia vulgaris. D'autres, en revanche, sont importés. Par exemple, l'Elodea canadensis qui, comme son nom l'indique, vient d'Amérique du Nord. L'Egeria densa, quant à elle, provient d'Amérique du Sud, et la Vallisneria gigantea vient d'Asie du Sud-Est. Les plantes oxygénantes ont une particularité. Elles sont très sensibles aux caractéristiques de l'eau. Ainsi, selon la composition chimique de votre eau, il peut y avoir une de ces plantes qui se plaise particulièrement et qui pousse vraiment très rapidement. Elle peut alors coloniser le fond du bassin en une seule saison, tandis qu'une autre espèce, au contraire, ne s'adapte pas bien et finit par disparaître. C'est pourquoi je vous conseille d'introduire plusieurs espèces différentes à l'intérieur de votre bassin. En général, l'espèce la plus délicate est la Vallisneria gigantea. Donc, si vous débutez et souhaitez aménager un bassin, il vaut mieux éviter cette plante. Choisissez-la seulement si vous avez déjà de l'expérience avec les plantes aquatiques. C'est une plante très utilisée en aquarium, mais pour le bassin, les autres espèces sont en général plus efficaces. L'Elodea canadensis est, par exemple, l'une des plantes oxygénantes à la croissance la plus rapide. Dans notre pépinière, elle se porte très bien grâce aux caractéristiques de notre eau. Et c'est en réalité celle qui prédomine par rapport à toutes les autres. Elle peut être plantée à une profondeur maximale d'environ 1 mètre. Puis il y a sa cousine, l'Egeria densa, qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus longue, plus robuste et plus grande. Mais, par exemple, dans notre cas, elle ne se plaît pas particulièrement et sa croissance est beaucoup plus lente que celle de l'Elodea canadensis. L'Elodea canadensis est une plante idéale pour les climats européens, surtout dans une eau un peu plus froide, tandis que l'Egeria densa préfère les eaux plus chaudes. Elle est d'ailleurs souvent utilisée comme plante submergée dans les aquariums chauffés. Ensuite, nous avons le Myriophyllum spicatum, une autre plante submergée qui, chez nous, se développe vraiment très bien. C'est une plante qui, parmi toutes les autres, peut être plantée à la plus grande profondeur. Ici, par exemple, vous voyez une touffe assez courte, mais en réalité, si vous la plantez à 1,5 m de profondeur, elle produit de longues ramifications qui montent jusqu'à la surface, où elle envoie de petites inflorescences rougeâtres qui dépassent légèrement du niveau de l'eau. Vous verrez donc émerger cette partie au-dessus de la surface. À propos du Myriophyllum spicatum, il faut aussi dire que c'est une plante très résistante aux poissons.
En effet, vous devez savoir que toutes les plantes oxygénantes sont assez sensibles aux poissons, car ces plantes sont généralement très appétissantes. Mais parmi toutes, le Myriophyllum spicatum est celle qui est la moins appétissante pour les poissons. Passons aux plantes oxygénantes libres. Le Ceratophyllum demersum est une plante que vous prenez, que vous déposez simplement dans l'eau et que vous laissez se placer d'elle-même. En été, vous la verrez souvent près de la surface, car avec la chaleur, elle monte presque à fleur d'eau sous la surface. En hiver, au contraire, même pendant les journées les plus froides, elle descend plus profondément et reste au fond du bassin. Cette plante se fragmente facilement, en petits morceaux. Ainsi, au lieu d'avoir de longues ramifications comme en été, vous ne les verrez pas en hiver. La plante se divise en petits fragments qui restent au fond du bassin. On ne la voit donc pas pendant l'hiver. Elle réapparaît simplement au printemps, quand les températures remontent, et remonte alors doucement à la surface. Une autre plante intéressante est l'Utricularia vulgaris. Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est sa floraison. Contrairement au Ceratophyllum qui ne produit aucune fleur, cette plante envoie à la surface de jolies inflorescences avec de petites fleurs jaunes. C'est une plante vraiment particulière car elle est carnivore. Elle possède de minuscules ventouses, de petites poches, avec lesquelles elle capture et retient les micro-organismes présents dans l'eau. Elle se nourrit donc de petits êtres vivants, ce qui la rend très différente des autres plantes aquatiques. Il faut aussi savoir qu'en hiver, cette plante devient totalement invisible, car elle produit des turions, c'est-à-dire de petites graines. La plante disparaît à l'automne, forme ses turions, puis réapparaît à partir de ses graines à la fin du printemps suivant. Comme le Ceratophyllum, l'Utricularia est une plante oxygénante libre. Il suffit simplement de la prendre et de la déposer dans l'eau. Avec la chaleur, vous la verrez remonter vers la surface. J'allais oublier que l'Elodea canadensis et l'Egeria densa produisent aussi de petites fleurs qui apparaissent à la surface de l'eau. L'Elodea canadensis forme de minuscules fleurs rosées de quelques millimètres, tandis que l'Egeria densa donne des fleurs blanches d'environ 1 cm. Ainsi, toutes les plantes submergées sont dites submergées parce qu'elles se plantent au fond du bassin, colonisent tout l'espace jusqu'à la surface de l'eau, et pour certaines espèces dépassent légèrement en envoyant de petites fleurs ou inflorescences au-dessus de l'eau. Voyons maintenant comment planter les plantes oxygénantes submergées enracinées dans le bassin. Dans notre cas, nous avons des bassins creusés directement dans l'argile, un sol naturellement très imperméable. Nous n'utilisons donc pas de bâche et au fond, il y a une bonne couche de vase dans laquelle nous plantons directement ces plantes. Mais il est aussi possible que votre bassin soit équipé d'une bâche. Et si vous l'avez depuis 2, 3 ou 4 ans, il s'est probablement déjà formé une couche de vase au fond. Dans ce cas aussi, vous pouvez tout simplement ancrer les plantes au fond du bassin, par exemple en plaçant une petite pierre sur la touffe comme ceci. De cette manière, la touffe ne remontera pas à la surface. Ici, dans notre cas, nous creusons simplement un peu et nous plantons. Ici, on plante l'élodée, au milieu d'une tonne d'autres élodées. Et voilà, tout simplement. Voyons maintenant comment planter votre touffe d'élodée dans le cas où vous avez un bassin avec une bâche, sans vase au fond. Nous allons donc utiliser un panier. Par exemple, celui-ci fait 23 par 23 cm. Nous ajoutons de la terre de jardin. Si vous avez des doutes sur le type de terre à utiliser, regardez la vidéo précédente sur les nénuphars. Vous y verrez comment planter vos plantes dans le bassin sans troubler l'eau, avec toutes les explications sur la terre à choisir. Nous remplissons donc le pot de quelques centimètres de terre. On commence par enlever les mottes les plus grosses, ou bien on les émiette un peu. Ensuite, la touffe d'élodée, en été ou même au début de l'automne, se présente souvent comme ça, bien dense, bien formée. Vous pouvez remarquer une partie où la plante est plus verte. C'est la cime, donc la zone la plus vigoureuse et la plus épaisse. C'est cette partie qui doit rester vers le haut, tandis que la partie plus nue, un peu plus brunâtre, où vous voyez aussi des filaments blancs qui sont des racines, c'est la partie qui doit être plantée dans la terre. Nous mettons donc cette partie ici, comme ça, et nous l'enterrons bien. En hiver, cette touffe n'aura pas cette forme, parce que, comme les autres plantes submergées, elle change de forme pendant l'hiver. Elle descend, reste plus au fond, devient plus petite, et donc vous aurez quelque chose dont on ne comprend pas bien la forme, parce qu'en hiver, elle est comme ça, moins visible dans le bassin,
Donc, même si vous ne savez pas quelle partie était auparavant dans la terre et que vous vous trompez en la mettant un peu au hasard, ce n'est pas un problème. Vous mettez simplement une partie dans la terre et une autre partie qui remonte un peu plus haut vers la surface de l'eau. Une fois que vous avez bien compris comment la placer, vous ajoutez ensuite un peu plus de terre pour bien la stabiliser. Comme vous voyez, là nous avons une partie qui sort, qui idéalement devrait être la partie la plus verte, et une partie à l'intérieur où elle fera d'autres racines. Si la touffe est longue et que, par exemple, la terre n'est pas aussi compacte que la nôtre, vous pouvez aussi vous aider avec une pierre. En procédant de cette manière, vous évitez pratiquement le risque que la plante ressorte de l'eau et vous la maintenez bien en place. Cette pierre sera ensuite retirée plus tard, une fois que la plante se sera bien enracinée. On peut aussi ajouter de l'engrais osmocote. Si la plante est bien plantée et si la terre est adaptée, vous ne devriez pas avoir besoin d'engrais. Mais pour plus de sécurité et pour lui donner un petit coup de pouce afin qu'elle pousse le plus vite possible, vous pouvez tout à fait ajouter 1 ou 2 pastilles d'engrais. À ce stade, nous plaçons notre pot d'élodée au fond du bassin. Pour ce qui est des plantes oxygénantes libres, il suffit simplement de les déposer dans l'eau de cette manière. Si vous avez des poissons assez gros dans le bassin, vous devez savoir qu'ils peuvent déterrer les plantes submergées que vous venez de planter, ou même les manger. Cela arrive typiquement lorsqu'il y a des poissons comme les poissons rouges, les carpes koi, et bien sûr les poissons herbivores. Encore pire, car dans ce cas, ils mangent absolument toutes les plantes aquatiques. Ce problème se présente surtout juste après la plantation des nouvelles plantes submergées. En effet, lorsque le fond du bassin sera presque entièrement colonisé par les plantes, vous verrez que ce problème disparaîtra complètement. En effet, si des poissons mangent un peu de ces plantes, ce n'est absolument pas un problème. Les plantes submergées ont une croissance tellement rapide que leur développement compense largement ce que les poissons peuvent manger. Le problème se pose surtout au début. Si vous avez des poissons rouges ou des carpes koi, vous devez protéger les plantes avec un filet. Si, au contraire, vous avez de petits poissons plus inoffensifs, comme les médacas par exemple, vous n'aurez aucun problème. Ces poissons ne causent aucun dégât aux plantes aquatiques, même pas aux plantes submergées, et surtout, ils ne salissent pas l'eau. Si vous voulez être sûr que votre nouvelle touffe d'élodée ne soit pas abîmée par les poissons, placez un cylindre de filet autour du pot. Vérifiez bien que ce filet soit bien collé au fond, sinon les poissons pourraient le passer par en dessous. Idéalement, ce filet devrait être un peu plus rigide que celui-ci, mais c'est celui que nous avions sous la main pour faire cette démonstration dans la vidéo. Ensuite, nous vérifions quel est le niveau maximum de l'eau que le bassin atteint avec la pluie, et à ce moment-là, nous coupons le filet à quelques centimètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est important, car si l'eau monte au-dessus, les poissons pourraient le passer par-dessus le filet, et nous reviendrions alors au point de départ. Le filet de protection contre les poissons doit avoir des mailles d'environ 1 cm. Cela évite que les poissons puissent passer directement à travers les mailles du filet. Ensuite, avec ce filet, vous devez former des cylindres assez larges, par exemple d'un diamètre d'au moins 40 à 50 cm. Cela permet à la plante, à l'intérieur, d'avoir suffisamment d'espace pour se développer. Il est en effet clair que, par rapport à la touffe d'origine, la plante grandit ensuite vers la surface et s'étale beaucoup. Elle s'élargit aussi par le bas, car par exemple, le pot utilisé est un pot temporaire. En effet, la plante émet de nouvelles racines dès qu'elle trouve de vase et continue à s'enraciner dans le fond. Vous comprenez donc que si le cylindre de filet est trop petit, la plante n'aura pas assez d'espace à l'intérieur pour se développer, et les poissons viendraient pas la grignoter de l'extérieur dès qu'elle commencerait à pousser. Donc, un cylindre trop petit ne servirait à rien. De plus, ce cylindre doit être assez large pour permettre aux rayons du soleil de bien pénétrer à l'intérieur, car les plantes submergées, comme toutes les autres plantes aquatiques, ont besoin de beaucoup de lumière et de soleil pour pouvoir pousser et se développer. Donc, si vous mettez un filet trop petit et que le cylindre est trop étroit, vous comprenez qu'en plus de manquer d'espace, la plante ne recevrait pas assez de lumière. Et cela ne conviendrait pas. Utilisez donc un cercle d'au moins 40 à 50 cm de diamètre. Si vous avez de la place, prenez le plus grand. Si vous avez un grand bassin, vous pouvez même créer une zone beaucoup plus large, délimitée par un filet, où vous placerez plusieurs touffes de plantes submergées à l'intérieur. Ce filet devra ensuite être retiré,
lorsque vous verrez que la plante s'est bien enracinée et qu'elle a formé de beaux massifs de plantes submergées à l'intérieur. Quand la plante sera bien développée et commencera à s'étendre dans tout le bassin, vous comprendrez qu'il faut retirer les filets, car une fois que la plante sera bien installée, les poissons, même s'ils en mangent un peu, ne poseront plus aucun problème. Évidemment, c'est un discours général. Si vous avez des poissons très grands, vous comprendrez qu'il faudra créer, de manière permanente, une zone du bassin réservée uniquement aux plantes, y compris les plantes submergées, et une autre zone séparée par un filet, où il y aura seulement les poissons. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et intéressante. Si vous avez besoin de plantes oxygénantes submergées pour votre bassin ou mini-bassin, rendez-vous simplement sur notre site plantesaquatiques.org dans la section Vente de plantes aquatiques. Vous y trouverez les espèces que nous avons vues dans cette vidéo. Mais si vous souhaitez avoir un bassin équilibré avec une eau claire et sans algues, sachez que les plantes oxygénantes à elles seules ne suffisent pas. En réalité, il faut 3 types de plantes. Les plantes oxygénantes ne sont qu'un élément parmi ces 3. Les 2 autres types de plantes indispensables sont les nénuphars et les plantes de marais. Et si vous voulez recevoir les plantes les plus adaptées à votre bassin, vous trouverez également dans la section Vente de plantes aquatiques les kits Bassin Facile. Ce sont des kits conçus pour votre bassin par notre équipe selon les informations que vous nous enverrez, photos, mesures de profondeur et de surface, ainsi que d'autres caractéristiques. Notre équipe sélectionnera pour vous les plantes oxygénantes, les nénuphars et les plantes de marais les plus adaptées à votre bassin. Bref, tout ce qu'il faut pour obtenir un bassin en parfait équilibre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.